Bonjour, vu que Timothée Paris, donc, hein, vu que l'introduction a été vraiment très détaillée, je me lance directement dans la présentation. Donc, normalement, vous me voyez et vous devez voir apparaître mes slides en même temps. Voilà, donc sobriété et innovation, donc le thème. Alors, je me suis permis de commencer cette présentation avec un regard critique vis-à-vis de ces deux termes. Et vous allez comprendre pourquoi. Un regard critique vis-à-vis de la sobriété, et là vous allez être surpris, vous dire: «Bah, dis donc, pour un expert de la sobriété, il critique même le terme», et une critique aussi même du terme innovation. Alors c'est vrai que sobriété et innovation, ça fait un petit peu, désuet aujourd'hui. Innovation, c'est un terme qu'on entend partout et à toutes les sauces depuis très longtemps, donc c'est un terme qui a complètement perdu, son accroche, révolutionnaire, son approche, stimulante, et ça sera l'objet de cette présentation, d'essayer de montrer que l'approche par l'innovation n'est pas aujourd'hui la piste la plus intéressante pour penser la transition écologique. Moi, je préfère, et c'est ma spécialité, l'approche par l'exnovation. Donc l'exnovation, c'est justement comment est-ce qu'on arrive à penser l'arrêt, la fermeture, le démantèlement, le sabotage d'un certain nombre de pratiques et de technologies qui aujourd'hui sont responsables et bah, donc de la crise, climatique et écologique. Donc on va voir que la problématique de la transition, dans les quelques années à venir, c'est pas vraiment une problématique d'addition. Il va falloir inventer des nouvelles choses à ajouter sur le top, que ce soit un panneau solaire, que ce soit des smart grids 5G, que ce soit des drones aquatiques qui viennent collecter des déchets. Non, c'est plutôt une problématique ex-novatrice de se dire: «Comment est-ce qu'on va réussir à fermer des centrales à charbon, à arrêter de faire voler des avions, à immobiliser, des voitures? Comment est-ce qu'on va arriver justement aussi à faire cesser certaines pratiques économiques qui aujourd'hui sont à la source, de ces déstabilisations écologiques?» Alors j'en profite là aussi avec des gants pour taper un petit peu sur le mot de sobriété. Alors sobriété, moi vous allez voir que je vais faire un petit une traduction alternative, parce que sobriété, vous savez sûrement que ça vient du mot sufficiency en anglais, donc c'est le terme qui a été développé dans le dernier rapport du GIEC et surtout dans le troisième rapport où il y a eu tout un chapitre, hein, le chapitre 5 sur ce qu'on appelle des demand side options, donc c'est ce qui a été traduit comme sobriété, c'est des approches, pas des politiques de l'offre, c'est-à-dire changer un petit peu la façon dont on produit, mais des politiques de demande, changer la façon dont on consomme et la façon dont on partage les choses que l'on utilise. Mais la traduction de sufficiency en sobriété, elle rate pas mal de trucs. Moi, je préfère le traduire en suffisance. Et vous allez voir pourquoi. Alors, suffisance, on va voir que quand on le traduit en tant que suffisance, on peut ouvrir sur plein d'autres sujets, la décroissance, le rationnement, le minimalisme, la simplicité volontaire, qui sont des sujets qui ont des concepts, pardon, qui ont beaucoup plus de mordant que sobriété, qui a déjà été pas mal ramolli. Parce que en tant qu'universitaire, moi, j'ai fait beaucoup de théorie. L'unique utilité des concepts, hein, c'est de nous éclairer, bien sûr, sur, pour mieux comprendre le réel, mais aussi, c'est de nourrir des conversations utiles. À partir du moment où un concept arrête d'être stimulant, c'est-à-dire de nous aider à voir les choses d'un nouvel angle qui nous permet de résoudre des problèmes, eh ben, c'est pas intéressant. Le terme développement durable a cessé depuis longtemps d'être stimulant. Maintenant, tout est durable, donc le développement durable a perdu tout son potentiel transformateur. Sobriété, même si pendant une petite période, il avait un potentiel assez radical, on se souvient peut-être de la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui était un concept anticapitaliste, post-extractiviste assez radical. Mais aujourd'hui, sobriété, après quelques années déjà, tout le monde est pour la sobriété d'une certaine manière, et on voit que la sobriété a été diluée en fait en des petits éco-gestes, éteindre la lumière, décaler l'usage de certaines choses, alors qu'à la base, la suffisance est un concept beaucoup plus macroéconomique, beaucoup plus socio-culturel que je vais développer ici. Alors, tout commence avec les limites planétaires que vous connaissez tous, et là on se rend bien compte que quand on parle du suffisant, d'une logique du suffisant et de la suffisance, c'est avoir assez.
mais pas trop. C'est ça, suffisant. Donc le assez, c'est les planchers sociaux, hein, parce qu'une économie, ça sert pas à faire joli, une économie, ça sert à satisfaire des besoins. Donc quoi qu'on fasse, il faut que ces besoins soient satisfaits, parce que sinon on tombe dans la pauvreté, et personne ne veut ça. Donc pour que tout le monde puisse avoir assez, une quantité suffisante sur le minimum social, mais sans que nous dépassions des limites planétaires, c'est-à-dire des plafonds écologiques. Des plafonds écologiques, il y en a plusieurs, hein, ça peut être de la pollution chimique, ça peut être de la pollution de l'air, de la perte de biodiversité, de la reconversion des terres. Là, vous pouvez voir sur le donut, hein, de Kate Raworth, qui reprend les travaux de Johan Rockström et ses collègues de la fin des années 2000, qu'il y a beaucoup de manières où une économie peut dépasser ces plafonds écologiques. Donc la suffisance, déjà, on voit que c'est pas comme la sobriété, une approche un petit peu volontaire, de chacun fait ses petits gestes, ses petites choses et on espère que quelque chose va se passer. Non, la suffisance, c'est un joli concept macroéconomique. C'est-à-dire que quoi que nous fassions collectivement, il faut que l'on arrive à satisfaire ces deux objectifs de faire baisser la pression sur les limites planétaires, donc là, ce qu'on voit en rouge, sans que personne ne tombe sous les seuils de pauvreté. Alors, je me suis permis de ramener ce graphique, hein, c'est des données qui datent un petit peu, hein, mais c'est l'année 2015, donc pour une étude de 2021. Mais c'est une étude remarquable parce qu'elle est venue quantifier pour tous les pays du monde, justement, ce dépassement écologique dont on parle souvent. Alors là, c'est mon premier point et c'est un point qui va être fondamental pour le reste de la discussion. Le dépassement écologique, il est pluriel. Là, vous pouvez voir tout en haut les émissions de CO2. Alors ça, on sait qu'on les dépasse, ça réchauffe le climat, ça déstabilise les systèmes planétaires, d'accord. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc sur ces schémas en deux notes, dès que vous voyez du rouge, c'est-à-dire qu'il y a eu dépassement. Dès qu'il y a eu dépassement, ça veut dire qu'il faut réduire pour pouvoir retourner dans la zone verte. Là, dans le cas de la Belgique, on a une transition qui est relativement facile parce qu'on a à se concentrer sur l'aspect écologique. On a dépassé le plafond, mais on a aussi euh, très peu de rouge à l'intérieur. Donc là, le cercle en dessous des fondations sociales, c'est-à-dire que bon, la Belgique est un pays à très haut revenu, et donc c'est un pays qui n'a pas besoin de faire une transition sociale et économique de développement énorme comparé à des pays pauvres. Alors, quand on présente ce défi, le double défi, c'est-à-dire de faire baisser l'empreinte écologique totale sans sombrer sous les seuils des minima sociaux, on a un débat un petit peu entre croissance verte et décroissance. Donc là, ces livres, c'est des livres qui proposent la croissance verte, elle-même basée sur un concept de découplage du PIB des pressions sur l'environnement. C'est un concept assez divers, la croissance verte, hein. On peut voir que ça peut être défendu par des communistes comme Aaron Bastani qui nous parle d'un communisme de luxe. Donc l'écomodernisme, hein, n'est pas seulement une idée qu'on trouve chez les pro-capitalistes, ça peut être aussi une idée dans un socialiste écomoderniste, ou on trouve chez des défenseurs du capitalisme comme Alessio Terzi dans Growth for Good, Reshaping Capitalism, to Save Humanity from Climate Catastrophe. Donc tout ce que ces livres ont en commun, en fait, c'est l'idée que l'on pourrait continuer à croître, donc augmenter le produit intérieur brut, tout en découplant les impacts que ça a sur l'environnement. Donc, alors, moi, j'ai passé beaucoup de temps à étudier ces questions de découplage. Là, je vous ai sélectionné quelques citations. Ce que ces citations ont en commun, c'est qu'on les trouve toutes dans le dernier rapport du GIEC sur les quelques pages qu'on a sur le découplage. Donc, c'est les rapports du GIEC, hein, c'est une synthèse de la connaissance scientifique disponible. Le découplage, les études empiriques, il y en a à peu près 900, donc voilà, il y a de quoi déjà dire. Et le point commun ici entre toutes ces études, c'est que ces auteurs nous disent en fait une poignée de pays au monde, une dizaine ou une vingtaine, ça dépend comment on les compte, ont réussi à faire ce découplage absolu. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à déconnecter, continuer à faire croître leur PIB tout en faisant baisser leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais la baisse de ces émissions est toute petite. Toute petite, ça veut dire quoi? Ça veut dire insuffisante pour
satisfaire des scénarios de retour à une stabilisation climatique. Donc souvent, on parle peut-être de réduire les émissions d'un certain pourcent avant 2030 ou avant 2050. Donc aujourd'hui, aucun pays au monde n'a vraiment réussi à enclencher des baisses annuelles ou décadales de d'émissions de gaz à effet de serre qui permettraient en fait qu'on appelle véritablement cette croissance verte. Donc, par exemple, quand on voit ici une étude, et oui, là, je me permets de montrer une étude, donc pour aussi dire que il ne faut pas trop se focaliser sur les émissions de gaz à effet de serre, parce que tous ces livres, quand on parle de croissance verte, on ne parle que de carbone. Et ça, c'est vraiment très décevant, parce que quand on fait de la science de la soutenabilité, on comprend bien qu'une économie soutenable, c'est une économie qui ne dépasse pas toutes les limites planétaires. Donc, le défi, c'est pas seulement de décarboner une économie, ça c'est relativement facile, parce que justement, quand on regarde le carbone, dans les pays les plus riches, ça c'est ce qu'on a réussi à faire le baisser le plus facilement. On a réussi à le faire baisser, encore une fois, dans une poignée de pays au monde de très très peu, mais comparé à d'autres choses qu'on n'a même pas réussi à faire baisser, c'est quand même pas mal. Mais il faut plutôt regarder un ensemble de pressions sur l'environnement, et il faut regarder ces pressions sur l'environnement non seulement à l'échelle nationale, mais aussi en prenant en compte les choses que l'on importe dans d'autres pays, hein. Donc, par exemple, là, quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre de l'Union européenne, on a l'impression que ça a beaucoup baissé depuis les années 90. Mais en même temps, c'est normal parce qu'il y a une grande partie des industries les plus polluantes qui ont été délocalisées à l'étranger et donc qui sont sorties un petit peu de nos comptes carbone européens. Ça ne veut pas dire que les émissions n'ont pas baissé, mais ça veut dire qu'elles ont beaucoup moins baissé qu'on ne pourrait le penser. Donc là, on peut voir dans cette étude une baisse d'environ 4% donc depuis entre 1995 et 2019 dans l'Europe des 27. On voit que c'est pas grand-chose, sachant que, et j'y reviendrai après, pour pouvoir atteindre l'objectif des moins 55% en 2030, donc le fameux Fit for 55 de la Commission européenne, il faut avoir une réduction annuelle de moins 3,4%. Annuel, ça veut dire tous les ans, à partir d'aujourd'hui jusqu'à au moins 2030. Donc là, on voit qu'on n'y est pas et il y a d'autres grands postes de pression sur l'environnement qui ne sont pas du tout en descente, hein, notamment l'empreinte matière qui est extrêmement importante parce qu'elle prédétermine l'extraction de métaux, de matériaux, de biomasse, prédétermine 90% des impacts sur l'environnement. Et cette empreinte matière, à l'échelle de l'Europe, depuis les années 90, elle a augmenté de presque 10%. Donc là, c'est une limite planétaire qui continue d'empirer. Donc là, je vous ai mis par exemple euh, le défi carbone pour l'Union européenne, juste pour vous montrer que même pour la chose que l'on a réussi le mieux à baisser, donc les émissions carbone, on est très très loin du compte. Donc ça, c'est la réduction dont on aurait besoin si l'on voulait limiter le changement climatique à 1,5 degré, moins 68% en 2030. Bon, déjà, on se rend compte que le moins 55%, qui est une cible politique, c'est pas une cible scientifique, elle est assez en décalage avec les cibles scientifiques, donc le moins 68%. Donc là, voilà, hein, et même avant, la France qui était restée à moins 40%, donc là, on voit qu'il y a quand même une certaine différence, comparé à le moins 68 qui peut même aller au-delà, devenir un moins 70%, ou même au-delà si on prend en compte des objectifs d'équité, hein. Il y a certaines cibles, quand on prend en compte justement les émissions historiques de l'Union européenne, qui arrivent jusqu'à une baisse de moins 145% des émissions en 2030 vis-à-vis des niveaux d'émissions des années 90. Donc on y reviendra. Mais même si on prend l'objectif des moins 55%, en fait, on se rend compte que sur la période, là c'est une étude qu'on a fait avec un collègue, donc pour l'Union européenne des années 90 à 2018, en fait, on n'a pas une baisse linéaire et progressive. Nous, on a identifié trois grandes phases. Donc une phase de stagnation des années 90 et 2006 avec des très faibles baisses, une petite phase de 7 ans où on a vu une forte baisse des émissions, mais c'était aussi c'est une phase qui commence en 2007, donc qui a été fortement marquée par la crise économique. Et donc là, on verra après que bien sûr, quand on a une réduction de la production et de la consommation, c'est beaucoup plus facile de faire baisser des émissions parce que mécaniquement, elles baissent toutes seules. Et ensuite, un retour à la stabilisation des émissions sur la période 2015-2018. Si l'on voulait
Et ça, c'est ce qu'on montre ici, c'est dans la même étude. Si l'on voulait vraiment juste atteindre, se donner une chance d'atteindre le moins 55% en 2030, il faudrait baisser les émissions de 3,4%. Ça, on a vu qu'aucun pays n'a réussi à le faire depuis les années 90, sauf des pays pendant des périodes de récession. Donc là, c'est l'un des arguments, moi, que je déroule sur le débat idéologique entre croissance verte et décroissance, entre capitaliste éco-moderniste et éco-socialisme. Il est très intéressant, mais là, il y a une question qui est pragmatique. C'est-à-dire que si nous n'arrivons pas à faire baisser les émissions ici, mais la logique s'applique aux autres pressions sur l'environnement assez rapidement, tout en continuant à produire et consommer plus, eh ben, on pourrait explorer une hypothèse où justement on arriverait à avoir une décroissance sélective et organisée d'une partie de l'économie, et surtout cette partie la plus intense en émissions carbone si on veut faire baisser l'empreinte carbone. Et là, ça permettrait d'accélérer la réduction des émissions carbone. Alors ça, c'est l'idée de la décroissance que j'ai développée dans le livre et la thèse qui ont été présentés. Donc moi, je la définis comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Alors là, on retrouve 5 éléments. Le premier, c'est vraiment l'élément le plus factuel. La décroissance, c'est la réduction de la production et de la consommation. À ce niveau-là, c'est le contraire de la croissance. La croissance, c'est produire et consommer plus. Donc la décroissance, produire et consommer moins. Ce qui fait la spécificité de la décroissance comme concept académique, qui est un concept qui émerge en France en 2002, qui a été traduit en anglais en 2007 et qui aujourd'hui a fait l'étude d'environ 700 études académiques, c'est au moins 4 caractéristiques. Donc c'est une réduction de la production et de la consommation qui a un objectif, celui d'alléger l'empreinte écologique. Donc c'est à la différence d'une récession où quand vous avez une récession, c'est assez chaotique en fait. Certaines entreprises vont faire faillite en fonction de leur fébrilité financière, en fonction de leurs interdépendances internationales, mais il n'y a pas vraiment un plan qui va venir sélectionner. La décroissance, elle, c'est de se dire, bah tiens, est-ce qu'on va pas pouvoir produire moins de choses qui donc mobilisent une grande partie de notre budget carbone et pareil, consommer moins des choses qui mobilisent une grande partie de notre budget carbone. Mais ce faisant, justement, ça nous permet de conserver notre budget carbone pour produire et consommer d'autres choses que nous ne voulons pas arrêter de produire. Donc c'est là où on voit que la décroissance, c'est vraiment une contraction économique, mais chirurgicale, spécifiquement, qui nous permet d'alléger l'empreinte écologique. Et là, on se souvient, quand je dis empreinte écologique, empreinte plurielle. L'eau, les sols, les métaux, la biomasse, les émissions de gaz à effet de serre, pollution de l'eau, génération de déchets. Donc planifier démocratiquement, ça c'est aussi associé au concept, on verra pourquoi la planification démocratique est à peu près, on va dire, inévitable dans ce cas-là. C'est justement pour les deux autres aspects qui sont dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Si l'on veut avoir une planification pour contracter, réduire certaines formes de production et de consommation qui nous permettent d'alléger l'empreinte écologique, si l'on veut que cela se fasse de manière juste et conviviale, eh ben, nous n'avons pas d'autre choix que de la planifier démocratiquement. Pourquoi ça? C'est simple, parce que l'économie, je l'ai dit, le but de l'économie, c'est de satisfaire des besoins, donc on va dire de maintenir une qualité de vie. La qualité de vie, c'est un certain niveau de bien-être, et le bien-être, il est marqué nulle part. Et donc, le bien-être dépend du contexte, dépend des envies et des besoins des personnes qui habitent dans cette économie à un moment T. Et donc, la planification démocratique permet en fait d'ajuster les mécanismes de décroissance en fonction des besoins d'une certaine communauté. Donc, par exemple, vous vous retrouvez dans une ville qui, je ne sais pas, utilise le double d'un budget carbone, donc qui se dit, bon, d'ici cette année, nous, il va falloir qu'on divise notre budget carbone par deux. On peut facilement faire la liste de tous les projets, de toutes les consommations carbone qu'on a au sein de cette ville, et ensuite se dire, si on devait réduire, on commencerait par quoi? Là, bien sûr, si on a une planification démocratique, on ne va pas dire, on va commencer par fermer les écoles et les hôpitaux. Non, les gens vont se dire, non, ça fait partie des choses que l'on voudrait garder. Donc, on commence par des biens de niche, des voitures de luxe, les SUV, des grands projets. Ensuite, on passe sur des projets hypothétiques, les centres commerciaux, des choses comme ça. On a des approches graduelles, des approches progressives qui permettent de prendre en compte, en fait, des filets de sécurité pour que la qualité de vie soit le moins possible abaissée par cette transition écologique. La décroissance, c'est un concept
que j'aime bien toujours mettre en connexion avec celui de post-croissance. Parce que moi, la grande analogie que je développe, c'est toujours la décroissance comme régime. Aujourd'hui, dans un pays comme la Belgique, et c'est le cas pour tous les pays au revenu, nous sommes écologiquement obèses. On dépasse les limites planétaires. C'est pas soutenable et au bout d'un moment, ça va craquer. Donc là, dans ce cas-là, il faut faire un régime. Soit on fait un régime aujourd'hui, moi c'est ce que j'appelle la décroissance, un régime on a vu planifié, démocratique, juste, pour maintenir le bien-être. Soit on attend et ça sera un effondrement chaotique, donc plutôt façon amputation. Dans tous les cas, on sait que l'équilibre, ce système ne peut pas rester à l'équilibre très longtemps. Donc soit on effondrement choisi aujourd'hui ou non, décroissance choisie aujourd'hui ou effondrement subi demain. Post-croissance, c'est un concept que j'utilise justement pour imaginer l'après-transition, où justement on a réussi à faire baisser les empreintes écologiques, mais on n'a pas envie de retomber dans une dynamique de croissance exponentielle qui nous ferait redépasser en fait les lignes rouges de la nature. Donc la post-croissance, c'est autour de l'économie stationnaire, hein, qui est un vieux concept en économie écologique qui date des années 70. Une économie stationnaire, c'est une économie qui est biophysiquement stationnaire. C'est-à-dire que vos niveaux de production, ils vont varier en fonction de la disponibilité des ressources et de l'état des écosystèmes. Si à travers le progrès technologique, vous arrivez à produire avec moins de ressources, bah, c'est très bien. C'est-à-dire que vous pouvez produire plus. Si à cause d'un effondrement écologique, vous vous retrouvez avec moins de ressources disponibles, et ben vous devez produire moins. C'est ça l'idée un petit peu de la stationnarité en harmonie avec la nature. On garde les aspects de démocratie, de justice et de bien-être, parce que pour moi, l'économie, c'est toujours lié, encore une fois, à la satisfaction des besoins. Les besoins, c'est toujours subjectif et donc, on doit prendre en compte ces aspects-là. Alors, en un graphique, là, pour essayer de vous résumer un petit peu comme ça, si on prend un pays comme la Belgique, la Belgique, donc, est un pays qui a connu une croissance pendant plusieurs décennies, qui lui a fait dépasser ses limites planétaires. Donc aujourd'hui, on a vu qu'on est dans un dépassement de la biocapacité. Donc la Belgique vit au-dessus de ses moyens. La Belgique n'a pas réussi à verdir son économie ou n'a pas réussi à la verdir suffisamment vite ou pour toutes les pressions sur l'environnement. Et donc aujourd'hui, selon la logique de décroissance choisie aujourd'hui ou effondrement subi demain, la Belgique pourrait organiser une phase temporaire de contraction. Donc là, on voit, c'est la décroissance qui permet de revenir sous le seuil des limites planétaires. Donc là, ça nous évite, on sort un petit peu de la surchauffe écologique pour retourner dans le vert. Et une fois qu'on est dans le vert, on voit, on passe à la logique de l'état stationnaire. Donc l'économie qui va fluctuer dans un équilibre biophysique. Et là, vous pouvez voir que bien sûr, il y a des mécanismes de progrès socio-techniques qui permettent de faire varier certaines choses. Et donc, on a vu avec des phases de recroissance, de décroissance, mais qui ne sont jamais, on retombe jamais dans l'exponentiel, que ce soit vers la hausse qui mènerait à un effondrement écologique ou vers la baisse qui mènerait forcément à une pauvreté. Donc, en fait, on remplace la logique de l'exponentiel par une logique de l'équilibre. Si on met ça à l'échelle de plusieurs pays, parce qu'on le sait, les pays sont dans des situations différentes. La décroissance, si on continue l'analogie du régime, c'est un concept pour les pays obèses, donc les pays à haut revenu, les pays qui ont dépassé leurs limites planétaires. Donc on les voit, c'est en rouge. Eux vont devoir engager la phase de décroissance qu'on a vue dans le graphe d'avant pour orienter vers une économie de la post-croissance. Ce faisant, ces pays vont sauvegarder, libérer des ressources naturelles disponibles qui vont pouvoir être utilisées dans des pays à faible revenu, qui vont pouvoir mobiliser ces ressources pour avoir une croissance la plus verte possible, mais certains pays vont avoir besoin de produire et consommer plus. Et donc, eux, pareil, vont avoir une trajectoire de développement qui va leur permettre d'aller vers la post-croissance. Là aussi, le but n'est pas de reproduire un petit peu le développement exponentiel des pays occidentaux qui les a amenés aujourd'hui dans une situation d'insoutenabilité écologique et sociale de plus en plus. Le but, c'est d'avoir une phase de croissance comme phase temporaire, comme on l'a dans le corps humain, hein, croissance du corps qui permette d'arriver à une infrastructure socio-économique qui soit idéale pour satisfaire des besoins et atteindre l'état de post-croissance où là, on retrouve un petit peu une stabilité, décroissance, recroissance, décroissance, recroissance. Une stabilité sous les plafonds écologiques sur les fondations sociales. Alors, quand je vous dis ça, on se rend compte que conceptuellement, là, on renverse pas mal de trucs. C'est-à-dire que là, regardez en haut,
sur la moitié haute du slide, on a un petit peu l'imaginaire dont on a l'habitude aujourd'hui. Si je vous dis PIB négatif, vous me dites, bon, bah, c'est à éviter, c'est une récession, dépression, accident, pauvreté, retard, crise, choc, c'est quelque chose de négatif. Alors que en bas, en rouge, là aujourd'hui dans une situation de surchauffe écologique, eh ben, avoir une baisse temporaire du PIB ou de la production et de la consommation n'est pas quelque chose de négatif. C'est plus comme un régime. Et donc là, on peut plus voir cette petite période comme une période d'assainissement, de rééquilibrage, de stabilisation, de freinage de régime. Donc là, on voit, on a un imaginaire inversé et ça fonctionne aussi pour les deux autres modes de fonctionnement d'une économie, hein. La stagnation, alors aujourd'hui, quand on regarde des pays comme l'Italie et le Japon, on dit, bah voilà, c'est des pays qui sont coincés, enlisés, paralysés dans un marasme économique. Alors que du point de vue ici de l'économie écologique, eh ben, une un niveau de production et de consommation stable dans un pays qui a une population stable n'est pas forcément un signe de marasme, ça peut être juste un état d'équilibre, hein, de proportion, d'harmonie, de résonance. À partir du moment où les besoins sont satisfaits ou que tout le monde arrive à avoir une qualité de vie optimale, je ne vois pas en quoi on aurait besoin religieusement chaque année de produire et de consommer plus si l'économie, son objectif, on admet que c'est de satisfaire des besoins insatisfaits. Un besoin insatisfait doit donner lieu à la création d'une capacité productive pour générer les produits et les services pour satisfaire ce besoin insatisfait. Si une fois que c'est fait, tous les besoins sont à peu près satisfaits, on n'a pas besoin d'augmenter chaque année la capacité productive. Sinon, ça devient ce que Herman Daly appelait une croissance anti-économique. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup plus de temps et on dilapide beaucoup plus de ressources juste pour faire croître l'activité économique. La publicité en étant le plus bel exemple. On gaspille énormément d'heures et d'énergie à juste créer des incitations pour acheter beaucoup plus de trucs, juste parce que des entreprises cherchent à vendre beaucoup plus de trucs, alors qu'en fait, ça, on se rend compte que c'est juste l'organisation du système économique et ça ne correspond pas à un besoin concret. Je termine sur la phase de droite, donc là, pareil, la croissance, hein, qui aujourd'hui est encensée, dynamisme, valeur ajoutée, développement, de toutes les choses les plus merveilleuses, peut aussi être considérée, selon l'imaginaire ici de la décroissance, comme une excroissance. Donc quelque chose dont on devrait avoir peur. D'ailleurs, si vous allez, c'est ce que Kate Raworth, l'économiste, raconte très bien, si vous allez chez le docteur et que le docteur vous dit on a trouvé une excroissance dans votre dos, un truc qui croît à l'intérieur de vous, vous allez vous inquiéter, c'est négatif. Et ben, là, on voit aussi que toutes les croissances ne sont pas négatives. Si vous prenez un pays pauvre, avec énormément de besoins insatisfaits, qui n'arrive pas à croître, là, c'est un véritable problème. Et d'un coup, très bien, il arrive à se mettre à produire, à consommer, à accéder à des ressources naturelles pour se faire, génial, c'est une bonne nouvelle. Mais si c'est un pays obèse, en dépassement écologique, qui continue à croître année après année, là, au bout d'un moment, vous commencez à vous inquiéter pour la santé socio-écologique de ce pays. Alors, euh, je vais essayer, j'ai promis de ne pas dépasser les 30 minutes, donc je vais m'arrêter bientôt, mais je reviens donc là sur l'argument principal. Moi, aujourd'hui, c'est il va falloir qu'on ait beaucoup plus de stratégies que celles qu'on a eues pendant les dernières décennies. C'est-à-dire que pendant ces 2 dernières décennies, toutes les politiques environnementales ont fait l'hypothèse qu'il fallait construire sur une économie qui, tous les ans, serait plus grosse. Si vous avez une croissance de 3% de l'économie chaque année, hein, l'économie, elle double à peu près toutes les générations. Je, je pense que vraiment cette excroissance économique explique en grande partie pourquoi nous n'avons pas vraiment réussi à faire transition écologique jusqu'ici. D'ailleurs, c'est l'un des résultats de l'étude qu'on va publier sur l'Europe, de montrer que les seuls moments, depuis les années 90, où on a réussi à s'approcher des moins 3,4%, c'était pendant des périodes où le PIB ralentissait. Donc aujourd'hui, il faut vraiment ouvrir cette option de se dire l'option du régime, l'option de la suffisance, l'option de la sobriété, qui va avec un grand nombre de politiques, hein. On les avait comptés pendant un article académique avec d'autres collègues, parce que si vous voulez faire ralentir une économie, on n'appuie pas juste sur un bouton au ministère de l'économie, ça demande des centaines d'instruments, de mécanismes. Alors ça ne veut pas dire que ça devient une économie administrative beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Justement, d'ailleurs, pour faire croître une économie aujourd'hui, ça demande un système affreusement compliqué
Donc je pense qu'une économie en décroissance serait d'ailleurs beaucoup plus simplifiée. Mais juste que cette option doit être prise au sérieux, elle l'est maintenant scientifiquement, elle a été prise au sérieux aussi dans le dernier rapport du GIEC et maintenant je pense qu'elle devrait être aussi discutée sérieusement par des personnes comme vous qui se retrouvent, aux manettes de l'économie tous les jours. Ça fait juste 30 minutes. On se voit tout de suite pour le Q&A.